hypothèses sur la géométrie. Sur la géométrie, vous faites ça, ou hypothèse de la poutre. Quelles sont les hypothèses que nous allons prendre pour la poutre ou sur la géométrie? On dit la poutre est un solide engendré par une surface plane. La poutre est un solide engendré par une surface plane. C'est ça, une surface plane. Mais les solides est engendré, voilà, engendré par une surface plane. Et cette surface, je l'appelle sigma comme ça. Et nous avons aussi un centre de gravité, par exemple. Là, ce centre de gravité, je l'appelle G. Alors, on nous dit, une poutre est un solide engendré par une surface plane sigma, dont le centre de gravité décrit une courbe qui est appelée la ligne moyenne. Le centre de gravité est là, hein, qui décrit la ligne moyenne. Alors, une ligne moyenne dont les rayons de courbure de la ligne moyenne est grand par rapport aux dimensions de la section droite. Donc, cette poutre a une grande longueur par rapport aux deux dimensions de la section transversale. C'est ça, je répète la théorie. Une poutre est un solide engendré par une surface plane sigma dont le centre de gravité décrit une courbe appelée la ligne moyenne, dont les rayons de courbure de la ligne moyenne est grand par rapport aux dimensions de la section transversale sigma. Là, on se comprend très bien. Donc, une poutre a une dimension très longue par rapport aux deux autres. Là, on se comprend bien. Alors, nous avons le premier astérisque. On nous dit, là, nous sommes dans les hypothèses sur la géométrie. C'était hypothèse sur la géométrie ou hypothèse de la poutre. Alors, premier astérisque. On nous dit, la section droite sigma des centres de surface G est constante ou varie progressivement. Là, c'est une hypothèse que nous allons utiliser en résistance des matériaux. Donc, lorsque nous avons notre solide, on nous dit la surface, la section transversale sigma peut être constante ou variable. Là, c'est OK. Cette section est constante, c'est-à-dire à chaque niveau de la poutre, nous avons la même section. Si nous faisons des coupes, nous avons la même section. Mais aussi, cette section peut être aussi variable. C'est-à-dire, j'ai la poutre ici, par exemple, et je fais ça. Je fais une section variable. Voilà, vous allez voir, la section d'ici est un peu grande par rapport à la section à l'extrémité là-bas. Donc, en résistance des matériaux, nous aurons à avoir des poutres à section constante et des poutres à section variable. C'est pas seulement ça, il y a plusieurs sections. Par exemple, une section comme ça, vous avez une poutre comme ça, dont la section à la base est là, ou à l'origine, à l'extrémité, vous avez une section comme ça. Et cette poutre est une poutre à section variable. Donc, nous avons une autre section ici, nous avons une autre section là-bas, nous avons une autre section là-bas. Et ceci, c'est un principe de la résistance des matériaux. Ceci peut être respecté. Là, c'est
notre première hypothèse, la section droite sigma des centres de surface G est constante ou varie progressivement. Là, c'est la première. Deuxième, on nous dit la poutre a une grande longueur par rapport aux deux dimensions transversales. Ça, on l'a dit dans la définition. C'est notre deuxième hypothèse. On nous dit la poutre, cette poutre ici, cette poutre a une grande longueur par rapport aux deux autres dimensions transversales. Deux autres dimensions transversales, nous avons la base et la hauteur là-bas, et là c'est la longueur. Donc cette longueur est plus supérieure à une valeur supérieure par rapport aux deux valeurs des dimensions transversales. Troisième hypothèse, la poutre possède un plan de symétrie. La poutre doit posséder un plan de symétrie. Là c'est OK. Donc on doit avoir un plan de symétrie pour notre poutre. Alors, en dehors de ça, nous avons le quatrième point. On dit le point disposé de façon identique sur le section droite constitue la ligne appelée fibre. Voilà. Le point disposé de façon identique sur la section droite constitue des lignes appelées fibres. Nous avons une section droite. C'est ça notre section droite de la poutre. On nous dit, nous avons un point ici. Nous avons un point là-bas. Nous avons plusieurs points. Hein, dont nous appelons des molécules en fait. Nous les avons appelés aussi des fibres. Peut-être. Mais seulement les molécules, ce sont des petits éléments en fait. Alors, sur une même ligne, nous rencontrons les différents fibres. Nous rencontrons les différents fibres. Et ces points, dans la définition, dans notre quatrième hypothèse, on dit ces points disposés de façon identique sur la section droite constituent des lignes appelées fibres. Voilà. Nous avons des lignes comme ça. C'est pourquoi vous allez voir. Ici, nous avons aussi des lignes. Nous avons aussi des fibres. Ici, nous avons des fibres sur ces lignes. Ici, nous avons des fibres. Partout, nous avons des fibres. Mais seulement, ces lignes ici doivent prendre des noms par rapport aussi à leur sollicitation de contraintes. Hein. Il faut comprendre ça. Vous allez voir à la longue que nous allons dire ce sont de fibres neutres par exemple. Les fibres neutres, ce sont des fibres qui ne sont pas soumises ni à la traction ni à la compression. Donc, dont les contraintes sont nulles. Donc, ce sont des fibres comme ça qui ne supportent aucune contrainte et on les appelle de fibres neutres. Fibres neutres. Il faut comprendre dans ces sens-là. Cinquième hypothèse, la ligne moyenne est aussi appelée fibre neutre. Fibre neutre, c'est ce que je viens de dire. Fibres neutres, ce sont des fibres qui ne supportent aucune contrainte. Là, ce sont des fibres neutres. Et une ligne moyenne peut être appelée aussi fibre neutre. Là, on va voir avec nos applications comment est-ce que nous aurons à calculer nos distances des fibres neutres, fibres moyennes, géométriques. On va voir. Mais seulement, il faut comprendre ce que c'est de fibres. Alors, on nous dit aussi, hypothèse suivante, on dit, lorsque, c'est la sixième, lorsque la ligne moyenne est une droite, alors la poutre est appelée une poutre droite. Lorsque vous avez une ligne moyenne qui est une droite, je prends une ligne, je prends notre section transversale, je cherche le centre de gravité par exemple, et j'ai un centre de gravité ici, et la poutre est là. Cette ligne ici par exemple, ça c'est les centres géométriques. Si cette ligne moyenne, c'est ça la ligne moyenne, si cette ligne moyenne est une droite, la poutre est appelée une poutre droite.
Si cette ligne moyenne est une courbe, la poutre est appelée une poutre courbe. Je prends les cas ici. Vous avez l'encastrement, vous avez l'encastrement. Voilà, cette poutre est une poutre courbe parce que si vous prenez la ligne moyenne de cette poutre, vous allez voir que la ligne décrit une courbe. Elle décrit une courbe. Ceci, c'est une poutre courbe, mais là, c'est une poutre droite. On se comprend très bien. Et la dernière hypothèse, on nous dit, les sections droites de poutre étudiées ont un plan de symétrie et qu'elles sont chargées dans ces plans. Les sections droites de poutre ont un plan de symétrie, mais ils sont chargés dans ces plans. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vous aurez à voir que ici, nous avons un plan. Nous avons un plan. Ça, c'est un plan. Et la poutre sera chargée dans ces plans ici. La poutre sera chargée dans ces plans. Et ceci dépend aussi du chargement et aussi du mode de sollicitation. Parce que la sollicitation peut être simple ou une sollicitation composée. Et vous allez voir que le plan de symétrie on peut avoir un seul plan de symétrie ou soit deux plans de symétrie. Ça dépend aussi de sollicitation. Et nous allons voir aussi ces types de sollicitations. Alors, là, nous avons vu les hypothèses sur la géométrie. Et maintenant, nous avons les hypothèses sur la déformation. Donc, on doit se donner aussi les hypothèses pour la déformation. C'est 3 hypothèses. 3 hypothèses sur la déformation. Sur la déformation. On nous dit, on fera l'hypothèse que les déformations sont petites par rapport à toutes les dimensions de la poutre. Là, on se comprend d'abord bien, on se comprend bien. On fera l'hypothèse que les déformations sont petites par rapport à toutes les dimensions de la poutre. Donc, si j'ai une poutre, par exemple, de 15 cm, prenons 25 cm, par exemple, la section transversale, les déformations seront plus petites par rapport à ça. La déformation sera plus petite par rapport à 15 cm, plus petite par rapport à 25 cm. On fera l'hypothèse comme ça. Et lorsque vous allez même calculer, vous allez voir que les déformations sont plus petites par rapport à nos sections transversales. Ainsi, on assimilera la géométrie en configuration déformée à la géométrie en configuration non déformée. Je répète, ainsi, on assimilera la géométrie en configuration déformée à la géométrie en configuration non déformée. Les efforts sont donc considérés invariants en dépit de la déformation de poutre. Regardez, on dit on assimilera. Il faut comprendre que nous avons par exemple une poutre droite qui est sollicitée par une charge et après l'application de la charge, la poutre va se déformer comme ça. La poutre va se déformer et cette charge qui était appliquée là, et les points se déplacent et la charge est appliquée maintenant là. La charge ne change pas, mais seulement c'est le point de la poutre. Ce sont les points de la poutre qui se déplacent. Le point de la poutre se déplace et là nous avons une déformation delta par exemple. Nous avons une déformation delta. Et je répète maintenant la théorie. Ainsi, on assimilera la géométrie
en configuration déformée à la géométrie en configuration non déformée. Donc, et là, vous allez voir que ici, nous avons la poutre avant déformation. Et ici, nous avons la poutre après déformation. Voilà. Et là, nous avons le point B. On peut avoir le point B ou le point A. Ici, le point A est ici. Nous avons le point B. Et là, nous avons le point B'. C'est le déplacement du point B par rapport à la charge appliquée. La charge appliquée au point B fait déplacer le point B en question. Et là, nous avons le déplacement Y et nous avons aussi les déplacements X. Parce que nous avons deux déplacements. Nous avons le déplacement en Y, du point en Y, et nous avons aussi les déplacements du même point, mais en X. Alors, nous avons aussi la déformée. Cette déformation, donc c'est en fait l'allure de la déformation de notre poutre. Donc la ligne moyenne, vous allez voir que la ligne moyenne, ici la ligne moyenne était rectiligne, mais du fait qu'il y a déjà déformation, la ligne moyenne doit suivre la déformation de la poutre. Alors, il y a aussi des hypothèses qui suivent pour vous dire que, quelle que soit la déformation de la poutre, la section transversale reste la même. On va passer, on passe. Nous avons aussi l'autre hypothèse, toujours dans la déformation. Nous avons une hypothèse qui dit, c'est l'hypothèse de Navier-Bernoulli. Hypothèse de Navier et Bernoulli. Que dit cette hypothèse sur la déformation de poutre? Premier astérisque. On nous dit le section plane normale aux fibres avant déformation reste plane et normale aux fibres après déformation. C'est l'hypothèse que je viens d'énoncer tout de suite là. On dit le section plane normale aux fibres avant déformation reste plane et normale aux fibres après déformation. Donc avant déformation, on avait une section qui est normale, la section qui était normale aux fibres. Et après déformation, cette section reste normale aux fibres. Donc la section ne change pas par rapport à la position de fibre. Là, c'était le premier tiré. Deuxième, le section droite normale à la fibre neutre reste donc perpendiculaire à la fibre neutre après déformation. Donc, vous allez très bien comprendre, c'est à peu près la même chose, mais ceci, nous avons fait l'allusion aux fibres neutres. Aux fibres neutres, on nous dit, si l'on connaît la déformation, disons la déformée, si l'on connaît la déformée de la fibre, de fibre neutre, on peut donc en déduire les déplacements de n'importe quel point de la poutre. On dit, si je connais les déplacements, si je connais la déformée de fibre neutre, on peut donc en déduire le déplacement de n'importe quel point de la poutre. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir qu'en résistance des matériaux, nous allons tenir compte tout simplement de la ligne moyenne qui est là. Parce que je sais que si la ligne moyenne se déforme, et les déplacements de la poutre en dépendent. La ligne moyenne, disons, c'est le milieu de la poutre. C'est le milieu de la poutre. Mais si maintenant, la poutre qui avait par exemple 30 cm de hauteur,
je prends par rapport au milieu, j'ai 15, j'ai 15. Et si je connais bien le déplacement ou la déformée de la ligne moyenne, c'est plus facile de déterminer les déplacements de la poutre. C'est ce que l'hypothèse veut dire. Donc il suffit de faire tout simplement la valeur et puis j'ajoute 15 si la poutre est de 30 cm par exemple. Donc c'est ce qu'on veut nous dire dans cette hypothèse. Alors, on nous dit, dans la suite, on ne représentera donc que la fibre neutre pour représenter une poutre. Donc vous allez voir que nous allons, du fait que cette hypothèse nous précède, pour représenter une poutre maintenant, nous allons représenter seulement la ligne moyenne en fait, qui représente le fibre neutre. On ne fera pas des calculs comme ça. On ne fera pas ça. Nous avons une poutre et puis d'une manière typique, oui. Mais seulement, nous allons représenter cette poutre par sa ligne moyenne comme ça. Voilà, je crois qu'on se comprend très bien. Alors, nous avons 5. Le point 4, c'était les hypothèses de la résistance du matériau. Le point 5, nous avons une notion des efforts intérieurs. Notion des efforts intérieurs. On va essayer de voir quels sont les efforts intérieurs. On doit prendre connaissance normalement de ces efforts avant de faire les calculs, bien sûr, de résistance des matériaux. Parce qu'il y a, on fera tellement beaucoup d'exercices avec nos chapitres qui suivent. Des chapitres très intéressants, et bien avant de les aborder, on doit avoir ou on doit prendre connaissance de tous les éléments qui composent notre cours. Le point 5, notion d'effort intérieur. Nous avons le 5e point, notion d'effort intérieur. 5. Notion d'effort intérieur. Notion d'effort intérieur. Mais bien avant cette notion d'effort intérieur, nous avons aussi une hypothèse qui est aussi intéressante, qui pourrait nous intéresser aussi. C'est l'hypothèse de Barré de Saint-Venant.